Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue en cette salle Jean Despas pour cette matinée de clôture de la 11e édition des Mystères du XXIe siècle, consacrée cette année au futur de demain. Après nous être projetés en 2050, avoir réfléchi ensemble sur les potentialités et les problèmes que nous posent énergie et monde hypertechnologique, nous allons, au cours de cette troisième étape, nous attacher aux perspectives économiques et géopolitiques qui s'ouvrent devant nous. Afin d'aborder cette réflexion, M. Jean-Pierre Tuvéry, maire de notre ville, que je représente ce matin, et les organisateurs de cette manifestation ont tenu à inviter, dans le cadre de ces mystères, l'une des personnalités politiques et intellectuelles les plus marquantes de ces dernières décennies. Député des Yvelines à plusieurs reprises, ministre du Plan et de l'Aménagement, puis de l'Agriculture de 1981 à 1983, il accède à la fonction de Premier ministre en 1988, sous le deuxième mandat présidentiel de M. François Mitterrand, poste où il excelle durant 3 ans. Nous lui devons notamment les contrats de plan État-région, des réformes sociales, mais aussi, relevant de ses qualités de diplomate, les accords de Matignon qui ont mis fin en juin 1988 au conflit sur l'île de Nouvelle-Calédonie. Après la scène politique nationale, il mettra sa clairvoyance et sa puissance intellectuelle au service de l'Europe. Député européen de 1995 à 2009, il devient successivement, au sein du Parlement européen, président des commissions de la coopération du développement, de l'emploi et des affaires sociales, puis de la culture. En 2005, il conduit une délégation d'observateurs européens pour assurer le bon déroulement de l'élection présidentielle en Palestine, signe de son ouverture, si cela était nécessaire, pour les questions internationales. En 2009, il a été nommé par le président Sarkozy ambassadeur chargé des négociations internationales relatives aux pôles arctique et antarctique. Il fait également partie des fondateurs du Collège international d'éthique politique scientifique, une association qui réfléchit aux transformations urgentes qu'imposent les désordres actuels du monde. La ville de Saint-Tropez est très honorée d'accueillir aujourd'hui M. Michel Rocard, que je remercie vivement de sa présence. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le maire adjoint, mesdames, messieurs, merci de m'avoir convié à cette séance de conclusion de votre séminaire sur les mystères du XXIe siècle. C'est un honneur pour moi, mais c'est toujours dangereux de prendre la parole après des mots de présentation tels que vous ne pouvez qu'être déçus. Enfin, après un tel machin, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Tout ça est peut-être un peu immérité quand même. Enfin, vous allez bien voir. Malheureusement, j'arrive de l'Antarctique, ou quasi, de la Géorgie du Sud et du Cap Horn, si bien que je n'ai pas pu assister au début de vos travaux. Je n'ai assisté qu'à la deuxième table ronde d'hier. Et j'ai constaté que l'ordre du jour de ce séminaire, de cette série de conférences, était monté de manière telle qu'on vous faisait toucher du doigt, vous avez découvert toutes les potentialités inouïes offertes à l'humanité à l'occasion du XXIe siècle dans de multiples domaines techniques, celui de l'énergie, celui de la vie, celui de l'informatique, c'était hier soir, et beaucoup d'autres. Et ce qu'on avait laissé de côté pour m'en charger, c'est 3 choses. D'abord, les questions de gouvernance, comment on va faire dans tout ça. L'humanité n'est pas si experte à se débrouiller avec elle-même. Deuxièmement, nous-mêmes, personnes humaines, les individus, qu'est-ce qui nous arrive au milieu de tout ça? Comment est-ce que déjà nous sommes sortis de cette fin de XXe siècle, plus paisible que le milieu du siècle en effet, mais dangereuse et secouée? Et puis, en troisième lieu, de quel passé héritons-nous? Qu'est-ce qu'il y a sur la table qu'il faut bien traiter et qui entre dans le XXIe siècle au titre du passé et non pas du tout au titre des inventions de l'avenir? Et c'est tout ça dont je suis chargé.
Ça m'inquiète un peu d'ailleurs parce que ça fait beaucoup. Et méfiez-vous, attacher les ceintures de sécurité, ça va être long. Le risque de l'ennui n'est pas totalement exclu. De temps en temps, j'aurai des énumérations à faire, des rappels à faire, qui ne seront pas tous très affriolants. En tout cas, l'histoire secoue beaucoup. Notre 19e siècle fut un siècle de croissance lente, prospère et à peu près régulière. Il portait un formidable optimisme qui était lui-même du progrès scientifique. D'une certaine façon, le positivisme avant l'informatique. Tout pouvait être résolu tellement la science évolue vite et crée vite, et c'était étonnant. Les guerres du XIXe siècle furent relativement limitées, mais elles stabilisaient les frontières à coups de dégâts relativement moins graves que ce qu'on a connu après. Et par conséquent, le XIXe siècle laissait une atmosphère d'optimisme fabuleux et vivait en l'absence de toute rencontre avec la nature. En l'absence de toute rencontre avec la nature. Le XXe siècle, au milieu de tout ça, apporté l'horreur. Par l'industrialisation de la guerre, à quoi les élites qui jusque-là jouaient à la guerre en ne faisant de tort qu'à elles-mêmes n'avaient guère pensé, et ce fut la double horreur, déjà 14-18 et 39-45, vous le savez. Par en plus, la survenance d'une crise épouvantable, 1929-1932, une crise profonde, économique et financière, et qui semblait témoigner de ce que le système de libre entreprise et de capitalisme dans lequel nous vivons n'est pas si stable ni si équilibré que ça. En tout cas, il ne l'est pas fatalement. Et c'est bien meilleur cette crise qui a donné lieu à la sortie dangereuse. Les électeurs sont devenus enragés ou fous dans quelques pays, notamment l'Allemagne, et le produit de l'inquiétude des électeurs secoués par la crise de 1929-1932 élit Hitler, qui est, rappelez-vous, un élu du suffrage universel. Ce qui veut dire que la démocratie n'est pas un truc absolument sans danger. Et tout ça, le XXe siècle se remettait à peine de toutes ces horreurs lorsque, choc inouï, totalement imprévu, et très rarement évoqué par des auteurs quelconques, il rencontre la nature. Et la nature, elle est finie, elle est fragile, elle est limitée, et il y a des choses qu'elle ne saurait subir. La découverte est affreuse. C'est dans ces conditions que nous entrons dans le XXIe siècle, dont toutes les chances vous ont été mentionnées considérablement par les 2 journées d'hier, et à moi la dure tâche de vous rappeler qu'à côté de ces chances, il y a aussi des périls et des dangers. André Malraux, formidable et prophétique auteur, avait dit le XXIe siècle sera religieux ou il ne sera pas. C'est une phrase un peu mystérieuse qui avait laissé tout le monde sur son interrogation. Jamais Malraux n'a dit clairement s'il avait dit ça à raison d'une mystique qui lui serait particulière ou simplement par peur, puisque la religiosité est souvent une attitude qui se nourrit de la peur. On n'en sait rien. Mais il pouvait bien y avoir les deux en tout cas. L'humanité rencontre en effet des quantités de problèmes qu'il va être ma tâche d'énumérer. Je vais donc évoquer successivement les problèmes démographiques, il faut bien y penser, des problèmes stratégiques, ceux qui étaient pas très présents dans la 2e table ronde d'hier soir. J'y pensais un peu constamment pendant cette euphorisante allusion au monde où l'automatisme règle beaucoup de choses. Ensuite, problèmes et défis économiques, nous sommes en plein dedans, c'est dramatique. Puis, problèmes et défis écologiques, les plus nouveaux, mais sûrement pas les plus petits. Puis, l'être humain au milieu de tout ça, l'individu des sociétés développées. Et enfin, la gouvernance, c'est-à-dire la crise des systèmes politiques. Parce que le drame des drames, c'est que on peut résoudre n'importe quel type de crise à condition qu'il y ait un commandement et une certitude et que le système politique soit tienne debout. Or, c'est lui qui est probablement le plus faible dans tout ça. Voilà de quoi nous aiguillonner ce matin puissamment. Problème démographique d'abord. Mon problème, ça va être de ne pas être trop long. Je vais donc résumer à toute allure. J'ai entendu quelques controverses hier. Il faut préciser les chiffres. C'est cette année 2011 que nous allons passer le cap des 7 milliards d'habitants. Nous devons être 6 milliards 880 millions à peu près en ce moment même, au dire de l'ONU qui suit ces choses de très très près.
c'est allé de manière assez ahurissante. J'ai là quelques chiffres. Il y a 100 000 ans, il y avait 500 000 humains. Il y a 10 000 ans, il y en avait entre 5 et 10 millions, on ne sait pas très bien. Vers l'an 1000, nous sommes 250 à 350 millions quand même. En 1900, nous sommes 1 600 000 à peu près. En 1950, nous sommes déjà 2 520 000. Nous sommes actuellement... milliards. En 1980, nous étions 4 milliards et demi. En 90, 5 milliards 280 millions. Nous serons donc 7 milliards en 2011, avec comme particularité que les zones qui augmentent le plus vite sont l'Afrique et le Grand Moyen-Orient. Irak, Turquie, Syrie, Liban, Israël, Jordanie, et puis naturellement Iran. Ça donnera pour l'Afrique vers 2050 de l'ordre de 2 milliards d'habitants. Ça donnera pour le Grand Moyen-Orient de l'ordre de 800 millions d'habitants. Ce sont des zones où on n'est pas très sûr qu'on arrive à rattraper tout le retard économique qui s'y accumule actuellement, comme vous savez. Deuxième élément de ces problèmes démographiques, le vieillissement. Je ne dirais qu'un chiffre, il est en moyenne mondiale, ça nous concerne à peu près tous, puisque la Chine et le Japon, mais surtout la Chine, commencent déjà à être frappés de ce problème. Le nombre d'actifs pour un inactif, le nombre d'actifs capables de payer la retraite de l'inactif ou de subvenir à ses besoins, était de 12 pour 1 en moyenne dans le monde en 1950. Il était en 2007, dernière année pour laquelle les chiffres ont été fabriqués, de 9 pour 1. Et en 2050, il sera de 4 pour 1. Chers amis, bonne chance à nos enfants. Il faudra qu'ils bossent pour tenir les vieux, les inactifs de leur époque. Ça va leur être plus difficile qu'à nous. 4 pour 1, nous sommes actuellement de l'ordre de 9 pour 1. C'est quand même quelque chose de fantastique. Il y aura le nombre de gens de plus de 65 ans dans le monde d'ici 2050 sera multiplié par 3. Et bien sûr, ça affecte aussi tous les problèmes conséquents qui sont la sénescence et surtout la dépendance. Au milieu de tout ça, naturellement, une première inquiétude, pourrons-nous nourrir un tel monde? Ce n'est pas tout à fait évident. Il y a 15 ou 20 ans, au moment où l'explosion démographique frappait toutes les consciences et on travaillait beaucoup, et avant que l'on ait pris conscience du danger du réchauffement climatique, l'avis de tous les experts était qu'en gros, on devrait pouvoir, si la politique marche bien, c'est-à-dire si les décisions d'irrigation, de mise en valeur de nouvelles terres, de solutions données aux problèmes de propriété foncière sont partout dans le bon sens et dans le sens du progrès. Et non pas protégeant des grands latifondiaires qui occupent la terre en son priorité, mais la cultivent pas ou mal, etc., etc. Cette condition est, je pense, pas évidente à remplir. Ce sera, je vous l'ai dit, mon dernier paragraphe, celui de la gouvernance. Reste qu'il nous faudrait, pour nourrir tout ce monde, de toute façon, mettre en culture de nouvelles terres arables importantes. On va, disons aujourd'hui, que le monde ne cultive qu'à peine 20% de ces terres arables potentielles. Donc, il doit y avoir de l'espoir, et l'inquiétude n'est pas sur la mort de faim. L'inquiétude est sur la sagacité d'un système politique mondial. Or, il n'y en a pas. À la face du monde, il n'y a que des nations qui se battent pour défendre leurs intérêts contradictoires. Cette réflexion relativement optimiste est antérieure à la menace du réchauffement climatique, lequel pourrait bien changer beaucoup de choses. Mais j'y viens tout à l'heure, c'est dans les défis écologiques, mon 4e paragraphe. Voilà pour la démographie. Je vais très vite et je ne tire pas beaucoup de conséquences. Nous avons peu de temps. Je voudrais évoquer les problèmes stratégiques sur lesquels apparemment le silence a régné hier et avant-hier dans vos travaux. On a raison, il faut bien séparer les problèmes pour savoir de quoi on parle. Reste que le fait que le Créateur ait laissé subsister un peu de méchanceté dans le fond de la personne humaine a toujours des dégâts. Reste que l'humanité n'est pas absolument douée pour vivre ensemble et que plus les affaires sont difficiles, plus il y a de problèmes, plus on a peur, et plus la peur pousse à la méfiance, à l'isolement, au repli sur soi-même et ses proches, ceux qui vous ressemblent, et à la méfiance devant tous les autres.
qui soit autre par la couleur de la peau, la manière dont ils prient Dieu, ou leur Dieu au pluriel, et la langue qu'ils parlent, bien entendu. Et dans ces conditions, il faut tout de même se souvenir que nous sortons du XXe siècle avec quelques problèmes non résolus, avant d'avoir dans le XXIe la joie de régler tous les nouveaux grâce à l'informatique, bien entendu. Et par exemple, il faut bien que je parle du terrorisme. Notre monde vit dans des conditions telles que 0,001% des gens trouvent qu'il est tellement affreux qu'il faut s'en débarrasser, y imposer une toute autre religion et tuer tout ce qui existe en gros. Il y a de la folie là derrière, mais malheureusement nous avons pris le problème au sens contraire de la manière de le prendre. Quand le terrorisme, qui est une affaire ancienne, l'invention est probablement irlandaise, si vous vous en souvenez. Il y a eu des peuples ainsi faits que la dignité de leur combat les amenait à soutenir des guerres terribles, mais que sans jamais qu'ils ne prennent des cibles à l'intérieur de leur propre territoire. Sauf chez le colonisateur quand il s'est... Bon, j'évoque ici le Vietnam et l'Algérie. Ni le Vietnam ni l'Algérie n'ont exporté le terrorisme dans le monde. Il y a une perte de culture ou de civilisation peut-être aujourd'hui, mais le fait est que des mouvements terroristes divers, le plus connu est Al-Qaïda, c'est pas le seul. Et il y a même des intentions terroristes. Pensez à l'armée rouge japonaise il y a quelques années, elle semble plus ou moins réduite, on n'est jamais sûr que ça ne reparte pas. Pensez à cette Corée du Nord qui répand des microbes violents un peu partout. Bref, lorsque les États-Unis furent frappés, un président des États-Unis a eu la très malencontreuse idée de décider de déclarer la guerre contre le terrorisme. C'était mélanger les concepts dans une situation terrifiante, parce que le mot de guerre, inévitablement, associe des territoires et des populations. Alors que le terrorisme est un problème qui consiste à suivre des personnes une par une et à repérer ceux qui deviennent dangereux. C'est antagonique. Et de cet antagonisme naît une manière mondiale de combattre le terrorisme qui est en train de se transformer en l'émergence d'une haine gigantesque entre 1,5 milliard de chrétiens et 1 milliard de musulmans. Il est très frappant que ce monde musulman, qui tout entier n'aspire qu'à vivre tranquille, dont tous les dirigeants politiques combattent le terrorisme, tous les dirigeants politiques, y compris le palestinien, combattent le terrorisme partout, mais leurs églises n'osent pas condamner le terrorisme, car leurs églises sont impliquées dans l'idée qu'il y aurait là la dignité d'une revanche contre l'humiliation, l'infidélité au Seigneur ou au prophète et la pauvreté. Nous avons sur ce problème une question de mutation globale de la politique du monde en revenant à des techniques de police, c'est-à-dire de suivi d'individus un par un avec la bonne coopération entre tous les pouvoirs publics futiles musulmans. Faute de ça, je ne sais pas où on va. Il y aura bientôt des bombes nucléaires aussi dans le monde musulman. C'est en train de se préparer, vous le savez. Donc, il ne faut pas trop oublier le terrorisme. Je veux évoquer aussi les armes de destruction massive. Cette année 2010, j'aurai l'occasion de revenir d'ailleurs sur le bilan global de l'année. Il y a eu un ratage. Tous les 5 ans, nous avons une conférence mondiale d'observation de l'état du traité de non-prolifération nucléaire. C'est un traité voulu par John Kennedy, négocié longuement, signé en 1968, applicable depuis 1970. Et tous les 5 ans, on se réunit pour voir ce qu'il a fait. Ce traité dit sont habilités à garder des armes nucléaires, les 5 qu'il y en avait déjà avant, qui se trouvaient par hasard, c'est un hasard, ça n'a pas été conçu comme ça, mais ça tombe assez bien. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la Chine et la France. Et le traité dit interdiction à tous autres. Et la compensation, c'est que le traité offre à tout pays qui le souhaiterait la possibilité de fabriquer chez lui de l'électricité nucléaire civile en s'assurant de contrôles suffisants pour qu'il ne puisse pas passer aux militaires. Et l'interdiction de passer aux militaires, c'est une interdiction de développer certains équipements. La compensation est de les leur offrir s'ils veulent de l'électricité. Cette diplomatie du nucléaire n'avait pas trop mal marché. Quand Kennedy a lancé ces négociations, nous sommes en 62, quand il dit cette phrase,
Nous sommes actuellement 5 pays détenteurs de l'énergie de la bombe nucléaire. Si nous ne faisons rien, nous serons une vingtaine dans 30 ans. La diplomatie du traité de non-prolifération nucléaire est à l'évidence un succès relatif. Mais tout de même, quelques pays, l'Inde, le Pakistan et Israël à titre principal, ont réussi à se faufiler clandestinement malgré ça et à faire secrètement des armes nucléaires. On crédite chacun de ces pays d'une cinquantaine, sinon un peu plus, de bombes nucléaires possibles. Nous sommes maintenant dans une phase où tout le monde les veut. Il y a menace du côté de la Corée du Nord, du côté de l'Iran, et il y a quelques autres communautés intellectuelles, potentiellement le Japon, le Brésil, l'Afrique du Sud. Personne n'y pense. Ceux-là y ont solennellement renoncé et ont pris l'engagement. L'Afrique du Sud et le Brésil, d'ailleurs, ont détruit des équipements ou même une bombe solennellement devant un aréopage d'experts internationaux pour montrer leur engagement. Mais en ce qui concerne l'Iran, la Corée du Nord, peut-être la Syrie, et puis quelques autres pas loin derrière, l'Algérie ou l'Égypte, la possibilité d'accéder à la bombe nucléaire est possible, et naturellement, des pays qui pourraient aussi, je pense à la Corée du Sud ou au Japon, regardent de très très près ce qui se passe en Corée du Nord. C'est la raison pour laquelle les présidents Obama et Medvedev avaient, il y a un an, co-signé une déclaration disant qu'ils souhaitaient un monde où l'arme nucléaire soit éradiquée. L'idée qui est là, c'est la découverte que cette prolifération n'est pas réductible par une nation toute seule. Même les États-Unis, même la puissante Chine, même la Russie ne peuvent rien à eux tout seuls. C'est le monde entier qui doit pouvoir. Il doit être possible d'empêcher la prolifération et de prendre contre cette prolifération des sanctions. Seul est capable de prendre ces sanctions le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est évident pour n'importe qui réfléchit et s'informe de ces questions que le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ne demande que ça, qui est ravagé de peur de la prolifération, ne signera jamais des sanctions contre un détenteur de l'arme aussi longtemps que quelques autres diront « Ah, moi je garde les miennes ». Bien sûr. Or, la conférence quinquennale du traité de non-prolifération nucléaire qui a eu lieu à Washington en septembre a échoué, tant à l'intérieur de la Russie qu'à l'intérieur des États-Unis. Les fabricants d'armes ont réussi à mettre au pas leur président. Il y a un comité de 41 sénateurs des États-Unis qui est principalement des républicains, mais quelques démocrates dedans, qui est le comité des sénateurs dont les fabricants de missiles et l'organisation même des missiles a quelques établissements fournissant des emplois dans leur circonscription. Et au nom de la défense de l'emploi américain, ces hommes bloquent toute idée de négocier une sortie collective en même temps des armes nucléaires, ce qui était l'idée d'Obama et de Medvedev. Vous avez peut-être lu quelque part que j'ai pris fermement position sur ce sujet depuis très longtemps. Je reste à peu près seul. Monsieur Juppé m'avait donné son accord, ainsi que monsieur Richard, qui fut ministre de la Défense. Donc le débat est ouvert en France, ce qui est assez nouveau. Mais la France n'a pas bougé à l'occasion de cette dernière conférence. Le plus probable est donc, dans ces conditions, que faute aux détenteurs de la bombe, qui défendent on ne sait quoi, puisque nous n'avons plus d'ennemis, il n'y a plus de pays installés dans l'idée qu'il faut détruire l'autre. Il n'y a plus qu'Al-Qaïda pour dire ça. Et le président de l'Iran tout seul pour la grande peur de tout son état-major autour de lui, qui cherche à le calmer. Donc la probabilité que pendant le XXIe siècle, une bombe nucléaire serve quelque part augmente. Nous serons probablement à 10 ou 12 pays capables de l'avoir, sans autorité internationale pour lutter contre. Je ne vous parle pas au même niveau des armes chimiques ou des armes biologiques. Le problème se pose un peu dans les mêmes termes, mais elles sont de beaucoup plus faible puissance. Donc c'est quand même un peu moins dangereux. Et dans les deux cas, il y a des traités mondiaux qui l'interdisent, ce qui n'est pas le cas pour l'arme nucléaire. Un autre problème de nature stratégique, c'est ce que j'appellerais la fragmentation identitaire. Je commençais ce propos de ce matin en vous rappelant que la peur rend xénophobe, la peur rend méfiant vis-à-vis de quiconque est autre. Et c'est tellement vrai qu'il y a un nombre frappant de nations, parfois des grandes, parfois des moyennes, dans lesquelles les gens veulent plus vivre ensemble et cherchent à fracasser.
Le premier exemple nous fut donné par la Tchécoslovaquie, qui, à l'amiable, chacun dans son coin, ont décidé de se séparer et de se couper en deux. Le Canada peine depuis longtemps, ces gens sont si civilisés que probablement ils ne se font pas la guerre, mais ils se supportent mal, et l'échelon fédéral entre le Canada anglophone et le Canada francophone ne fonctionne pas bien, il y a toujours une difficulté. Mais il y a pire, et juste à côté de chez nous, qui est la Belgique, où à l'évidence, il n'y a plus d'État stable, et comme il n'y a plus de francs belges, puisqu'ils sont dans l'euro, il n'y a plus que le roi, à lui tout seul, pour tenir au nom de la Belgique. Tout le reste de la Belgique se déteste et veut séparer les fonds, la sécurité sociale, la police, etc., etc. Mais dans des pays de moins haute civilisation, et où les armes, la distinction entre les armes de chasse et les armes de guerre est moins bien établie, par exemple, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Regardez cette région du Caucase, ou entre le Haut-Karabakh, le conflit d'Azerbaïdjan et d'Arménie, l'affaire de la Géorgie l'été dernier, la stabilisation de communautés se sentant homogènes linguistiquement et religieusement dans des frontières déterminées n'est pas finie. Et il faut songer que tous ces mouvements sont périphériques à l'ancienne Union soviétique maintenant, mais que le gros morceau de l'ancienne Union soviétique, cette fédération de Russie, est un rassemblement immense de gens, 180 millions quand même. Il y en avait 280 millions dans l'Union soviétique. Et dans les 180 millions de Russes, de membres de la Fédération de Russie, il y a 84 langues distinctes et nationalités distinctes. Vous entendez beaucoup parler de l'une d'entre elles, la Tchétchénie. Elle n'est pas la seule à manifester de l'énervement. Je passe sur l'Amérique centrale. Je passe sur le reste. Disons que cette fragmentation identitaire, j'ai naturellement parlé comme ça en supposant le problème basque résolu. C'est pas tout à fait évident non plus. Cette fragmentation identitaire pourrait bien être un des très grands problèmes du XXIe siècle. Et celui-là, je ne suis pas sûr qu'il relève d'un traitement informatique, ou plutôt que la facilité des communications et de l'information à ce sujet soit d'une grande aide. Tout ça est relativement dangereux. Il faut rappeler pour mémoire que depuis un vote des Nations Unies en 1946, non accepté localement, une guerre continue de faire rage entre l'État d'Israël et le peuple palestinien non pourvu de son État. Et ces 65 ans maintenant de guerre continue font des métastases. Ce conflit entre Israël et la Palestine, mais pas tout à fait à feu et à sang, mais en indisposition beaucoup de communautés nationales. On a vu du terrorisme lié à ce problème jusqu'en Argentine, et beaucoup de communautés européennes ou de nations européennes sont affectées de ce conflit qui n'est sûrement pas en voie de règlement. Il faut avoir tout ça dans la tête pour réaliser que c'est dans le contexte de l'évolution de ces problèmes que nous avons à traiter tous les autres, mais cela ne facilite pas beaucoup les choses. Bien entendu, je parle de cette façon sous l'hypothèse que les guerres interétatiques sont disparues. Est-ce qu'on est sûr? Les guerres classiques de nation à nation, il y en a eu une bonne dizaine depuis 1945, et elles ont une caractéristique étonnante. Aucune n'a réussi, et toutes ont conduit les belligérants à revenir aux positions préparées à l'avance. On se souvient de la guerre de Corée. 1,5 million ou 2 millions de morts en 1951 pour que le Nord retire son invasion et revienne chez lui, et que la Corée reste partagée en deux, ce qu'elle est toujours. Tout le monde se souvient des 3 guerres entre l'Inde et le Pakistan qui n'ont abouti à rien. Ça semble se calmer depuis qu'ils ont la bombe nucléaire tous les deux. Et c'est vrai que le maniement de la bombe nucléaire intimide un peu les rois, les chefs, les présidents et les généraux. Mais il reste possible qu'un accroc, qu'une dérive, qu'un accident provoque l'insoluble. Il y a eu une micro-guerre, vous en souvenez peut-être, entre le Pérou et l'Équateur. Nous en rigolions. Elle a quand même fait quelques centaines de morts. Et elle s'est arrêtée au bout de 15 jours, mais enfin, elle fut là. Il y a eu une guerre étonnante entre la Chine et le Vietnam. La Chine furieuse que le Vietnam
envahissent le Cambodge pour mettre fin à l'aventure des Khmers rouges, criminelle mais défendue par la Chine. Et la Chine a voulu punir le Vietnam d'avoir prétendu faire de l'ordre régionalement. Le petit Vietnam, fait d'un peuple courageux dont l'armée n'avait pas cessé de combattre depuis une trentaine d'années, a flanqué une de ses roustes à la grande armée populaire chinoise, dont on se souvient encore. Nous sommes beaucoup à en avoir souri. Reste que le général commandant en chef est le même tout du long. Il s'appelle Giap. Il vit toujours. Il doit avoir 98 ans. Dans la terreur du régime alimentaire que lui impose son dragon de femme pour survivre. Il parle français comme vous et moi, je le rappelle. C'est l'unique général au monde qui a dans sa vie vaincu d'abord l'armée française, puis l'armée américaine, puis l'armée chinoise. Fameux palmarès. C'est évoquer la vitalité d'un peuple. Mais en tout cas, on est revenu sur les positions. Et cette guerre-là n'a pas eu de suite. La grande, l'effroyable guerre Irak-Iran. 8 ans, 3 millions de morts au moins, sinon 4 ou 5. Pour retour aux positions préparées à l'avance, impossible. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce type de guerre effraie un peu le reste de l'humanité et que le monde entier cherche à les contenir et qu'on y arrive à peu près. Mais ça suppose que le XXIe siècle n'amènera pas de problème plus grave. Est-ce qu'on peut faire le pronostic que la Fédération de Russie, la Chine, les États-Unis, nous-mêmes, ou d'autres grands pays, en Afrique par exemple, resteront calmes dans leurs frontières et que tout ça est stabilisé? On n'en est pas tout à fait sûr. Et il peut y avoir des aggravations de problèmes sur les ressources alimentaires ou sur quelques autres sujets. Il me faut arriver maintenant à la troisième catégorie de problèmes, les problèmes et les défis économiques. Dans cette table ronde d'hier soir où nous voyions le monde s'engager dans une informatisation de ces problèmes qui nous donnait l'impression d'en faciliter le traitement, d'améliorer à tous notre niveau de culture, l'hypothèse était que l'électricité continue à marcher et que les appareils de production fonctionnent bien. C'était implicite tellement ça supposait aller de soi. De soi, ce n'est qu'à peine sûr, car ce qui vient de se passer sur le plan strictement économique et financier est quand même relativement inquiétant. C'est par la finance que ça s'est vu le plus. Mais les bulles financières explosent à la fin. Et sur le plan financier, c'est là probablement que je suis le plus frustré d'avoir peu de temps. Parce qu'il faudrait expliquer dans le détail. On comprend les mystères. Mais c'est long. Et je n'ai pas ce temps. Je vais donc me résumer à des affirmations en vous demandant de bien vouloir me croire, mais vous avez des recoupants quand même. La presse en a beaucoup parlé et bien de choses sont connues. Un premier problème a été créé par ce qu'on a appelé les produits dérivés. Il faut tout de même dire ce que c'est que ça. Quand en 1945, le monde se met à se reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde a voulu des règles stables. Et on y est à peu près arrivé. Et nous avons eu une période formidable qui a duré 30 ans, pendant laquelle les économies mondiales avaient 3 ou 4 régulateurs communément acceptés. Le premier, c'est qu'on s'est mis à faire de la sécurité sociale partout, ce qui est équilibrant et empêche que la faillite, quelque part, que des crises ne mettent des gens en état de mourir de faim. Et c'est donc une stabilisation tout à fait importante, puisque dans la plupart des pays développés, l'Europe notamment, la sécurité sociale couvre entre le quart et le tiers de la totalité des dépenses de toute une nation. Imaginez un peu, ici, à Saint-Tropez maintenant, que la sécurité sociale s'arrête demain matin. Toutes les pensions tombent, toutes les allocations maladie tombent et il n'y a plus de remboursement. Terrifiant. Terrifiant. La sécurité sociale est un immense stabilisateur. Le second est une technique financière que l'on doit à un nommé Keynes, qui en gros a dit, je résume brutalement, tant pour l'économie intérieure que pour l'économie internationale, Keynes disait, vous êtes drôles, vous, les gouvernants des États, vous êtes tous en compétition sur un marché qui est déjà mondial, il est mondialisé depuis l'entrée dans le XXe siècle. Je rappelle qu'en 1913, le pourcentage des échanges extérieurs par rapport à la production mondiale était si fort qu'il a fallu... Il a été cassé par la guerre, il était de 22-23% par la guerre. Puis la crise par la Deuxième Guerre, on l'a retrouvé dans les années 70. Et la mondialisation a repris son chemin, mais elle avait commencé avant.
Vous êtes donc, vous les gouvernants, en compétition les uns avec les autres sur un monde qui est unifié. Vous en recevez des secousses, tout ça n'est pas auto-équilibré. Vous avez des outils puissants qui sont vos budgets et vos monnaies. Et vous vous servez de vos budgets et de vos monnaies en fonction de ratios comptables que vous sortez chacun de chez vous, ce qui n'a pas d'intérêt, au lieu de vous en servir pour amortir les secousses qui vous viennent de l'extérieur. Langage évident, mais qui suppose une connaissance mondiale et une relative coopération mondiale. On a fait ça pendant 30 ans, et le résultat s'est appelé les 30 Glorieuses. Ce furent 30 années, 1945-1975, où dans tous nos pays développés, tous les pays développés, Amérique du Nord, Japon, Europe, nous compris, on avait 5% de croissance par an de manière régulière, et le plein emploi partout, y compris chez nous. 30 ans de plein emploi, s'il vous plaît, on a un peu oublié. Et naturellement, jamais de crise financière nulle part. Depuis qu'on a cassé le système, on a des crises financières tous les 5 ans, la plus violente étant venue en 2008, et on a un chômage immense, mais j'y viens tout à l'heure. C'est le deuxième régulateur. Le troisième régulateur, c'est la politique des hauts salaires. Un Américain, Henry Ford, qui était déjà en 1922-23 le plus gros industriel du monde, fabriquait de l'automobile. Et il trouvait qu'après la guerre de 14-18, l'économie mondiale repartait pas assez vite. Et il a dit cette phrase inouïe, que je vous conseille de ne pas oublier, parce que c'est une des clés qu'on est en train d'oublier, c'est une des clés de la prospérité économique. Je paye mes salariés pour qu'ils m'achètent mes voitures. Je paye mes salariés pour qu'ils m'achètent mes voitures. Il n'a pas dit je paye mes salariés pour qu'un appareil fiscal intelligent prélève un peu de leur épargne et qu'une banque centrale intelligente réaffecte cette épargne à l'investissement. Non, pas de circuit. Je paye mes salariés pour qu'ils m'achètent mes voitures. Direct. Au moins c'est efficace et tout le monde peut comprendre. Et petit à petit, on s'est aperçu que sur ce point-là, il avait raison. Et ce que je viens d'appeler pour vous les 30 Glorieuses, c'est une période de croissance rapide parce que l'essentiel de l'argent gagné à l'occasion de la production était du pouvoir d'achat de salariés reconsommé. Ça va se casser, j'y viens dans un instant. C'est le troisième régulateur. Le quatrième, c'était des taux de change fixes. La règle du jeu, c'était n'importe qui peut intervenir sur les échanges extérieurs et payer sa dette en 3 monnaies. Le dollar, la livre sterling ou l'or. Et la condition de stabilité du système, c'était que la Grande-Bretagne et les États-Unis gardaient un prix fixe de l'or dans leur comptabilité et dans leur traitement. Petit à petit, la livre sterling s'est pas effondrée, évacuée doucement, progressivement, parce que l'économie anglaise n'était pas de taille à ce jeu. Et on est resté dans un monde où le dollar s'échangeait contre de l'or à parité fixe, et c'est ainsi que le monde a connu les 30 ans de stabilité dont j'ai parlé à l'instant. Mais les États-Unis ont été mal gouvernés. Cette prospérité générale du monde, 5% de croissance partout, y compris chez eux, le plein emploi, les a poussés à faire, comme nous l'avons tous fait d'ailleurs, de la sécurité sociale, des programmes sociaux de manière importante. Mais à la différence de l'Europe, ils l'ont mal financé. Ils ont commencé à entrer dans ce dont ils n'arrivent pas du tout à sortir, qui est des déficits gigantesques. Et au milieu de ces déficits gigantesques, impasse. Et puis vient la guerre du Vietnam, qu'ils décident de faire sans compter la dépense, et le déficit gigantesque s'aggrave. Si bien qu'en 1971, les États-Unis ne tiennent plus. Et le président Nixon se trouve devant le choix d'avoir à arrêter d'urgence la guerre du Vietnam et augmenter les impôts pour solder l'addition et financer sa sécurité sociale, ou bien de couper le lien entre le dollar et l'or en disant au reste du monde, débrouillez-vous. Ça a donné lieu à une très grande bagarre chez ses conseillers, et ceux qui ont gagné étaient dirigés par un tout jeune conseiller qui s'appelait M. Dick Cheney. On va le retrouver vice-président du président Bush. Les mauvaises idées sont toxiques longtemps. Il y a des idées qui tuent, faites attention à ça. Et la toxicité de cet impérium américain, de cette volonté de commander le monde, commence ses dégâts à ce moment-là. Et en 71, bouf, les États-Unis disent au reste du monde, vous voulez une monnaie internationale, ben prenez donc le dollar, chers amis, il n'y a plus d'or,
On ne le reconnaît plus comme une monnaie. C'est un objet de collection. Terreur dans le monde du commerce. Le monde entier, par décision américaine, est envoyé à la pagaille monétaire, au désordre, au change flottant, comme on dit, c'est-à-dire au change radicalement instable. Tous les producteurs lourds, producteurs d'acier, producteurs de produits agricoles, producteurs d'automobiles, etc., enfin, tous, se sont orientés vers les banquiers et surtout les assureurs pour leur dire est-ce qu'il y a moyen de se protéger un peu de la volatilité des cours, de ce non-contrôle des monnaies. Et la réponse a été la suivante, il faut bien la détailler un tout petit peu. Il y a deux raisons pour que le rapport entre deux monnaies évolue différemment, change. La première, c'est que les deux économies qui émettent ces monnaies n'ont pas nécessairement le même rythme d'augmentation de leur productivité. Et ça s'arbitre par une variation du change. On n'y peut rien. C'est de l'ordre des plaques tectoniques. C'est très lent, c'est absolument irrépressible. Et ça s'arbitre par le change, tant pis. Mais il y a une autre occasion pour que les prix se bousculent vite, c'est quand sur un marché donné, à un moment donné, il y a une demande solvable et pas d'offre. Et la bataille entre les clients est immédiate et les prix peuvent s'envoler, peuvent doubler en quelques semaines. Et ça, on connaît bien, notamment sur le plan des marchés alimentaires, mais aussi sur celui du pétrole. Il manque 1%, 1,5%, 2% du volume d'une demande, le prix s'envole, peut doubler en quelques semaines. Contre ça, on peut s'assurer. Et la mathématique financière, c'est une science dans laquelle la France est très brillante aussi. La mathématique financière a inventé des techniques d'assurance. À côté d'un contrat libellé en tonnes de blé ou en nombre de voitures, on passe un deuxième contrat en disant que le premier sera exécutable à telle date, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, à tel prix. Et on signe, et on aura un prix stable. Et c'est ça, et ce deuxième contrat, joint au premier, on l'appelle des produits dérivés. Et puis ce que la science financière n'a pas inventé, le marché, dans sa perversité, l'a inventé lui. Quand ça a commencé à circuler, ces produits, on s'est dit, mais pourquoi on ne pourrait pas dissocier le contrat numéro 1, qui porte sur tant de centaines ou de milliers de tonnes de blé, ou de voitures, ou d'acier, ou d'aluminium, ou n'importe quoi, du contrat numéro 2, qui est l'assurance prix. Et on s'est mis à trouver commode de s'échanger, d'acheter, de vendre, des intentions de se payer des sommes en monnaie, indépendamment du contrat de base, et à un prix déterminé. Il y a une assurance prix pour l'avenir. C'est là qu'on passe au virtuel. Et c'est là que l'informatique nous a apporté une de ses surprises les plus véhémentes. Quand le contrat de fond porte sur des voitures ou du blé ou du soja ou du maïs ou de l'uranium ou n'importe quoi, il y a une limite quantitative. Il ne peut y avoir de contrat que pour tout ce qu'on a effectivement produit. Quand on se met à échanger des promesses sur un prix, sur le prix de quelque chose qui circulera dans 3, 4, 5 ans, il n'y a plus de raison de se limiter. Le monde du virtuel permet d'informatiser tout ça sans aucune espèce de limite. Traduction libre. Vers 1970, avant la criminelle décision américaine, pour $1 commercial qui circulait dans le monde pour payer des exportations, des importations ou des services, il circulait aussi $1 financier, qui était le versement d'un prêt ou le remboursement d'un prêt ou des achats d'actions. C'était 1 pour 1, vers 70. En 2006, avant que la crise ne change un peu la donne, il en circulait $1 commercial pour $120 financiers. On est dans l'illimité. Et souvenez-vous un peu, faites agiter vos neurones et votre mémoire. Vous vous souvenez qu'en 2006-2007, il y a eu des émeutes de la faim en Afrique. Vous vous souvenez très bien de ça. Ces émeutes de la faim en Afrique, c'est la première survenance de tout ce paquet qu'on appelle au singulier la crise, alors qu'il y en a 4 ou 5 qui se mélangent. Et il se passait quoi? Il se passait que, pour la première fois, les produits dérivés s'étaient mis à sévir sur le blé, pas le pain, mais le blé. Bon, le lait, la viande, surtout le blé, le lait et un peu le riz. Or, les produits dérivés, ça marche sous la condition que l'assurance contre des hausses excessives de prix instantanés, on la lisse
et qu'elle soit absorbée par une hausse lente et régulière, mais une hausse quand même, sinon on ne peut pas rentabiliser les produits dérivés. Et c'est ainsi que de 2000 à 2006, le pétrole a quadruplé son prix, le blé a triplé le sien, et le lait aussi, et que ces produits sont devenus hors de portée des pouvoirs d'achat d'Afrique. Le commencement de la crise dans la finance mondiale, il est des émeutes de la faim en Afrique parce qu'on est mort de faim. Et la répression de ces émeutes a fait déjà quelques centaines de morts. Voilà le résultat de la démesure. Il n'y a plus de mesure puisqu'on est passé en matière de prix à de l'économie virtuelle qui n'a plus de rapport avec l'économie réelle et donc qui n'a plus de limites. Le problème des limites, mes chers amis, est un des problèmes clés que nous pose toute l'informatisation. Et j'ai pas beaucoup entendu citer ce mot dans la table ronde d'hier. En tout cas, c'est le premier drame financier qui nous soit arrivé. Très vite après est arrivé un second, qui est lui un drame de la perte d'éthique, de la déconsidération professionnelle de tout le milieu bancaire. Celui-là, j'ai pas le temps de vous expliquer. Vous avez entendu parler des subprimes. Ce sont des crédits immobiliers sur lesquels on met une surprime. Ça s'est inventé aux États-Unis parce qu'on a décidé, un accord général, c'est tellement mieux de plus avoir de lutte des classes, de syndicats de patrons, tout le monde capitaliste, tout le monde propriétaire. Un grand mouvement se lance, approuvé par le président Bush, on va prêter à tout le monde pour se loger. Sans s'occuper de savoir s'ils peuvent rembourser. Et en étant pas chiche, chaque fois qu'on se loge, il faut du mobilier, il faut faire des travaux dans l'appartement. Ceux d'entre vous qui ont acheté leur maison à crédit savent qu'ils ont eu à faire un apport personnel entre 20 et 25% du prix. On supprime l'apport personnel au prix de 100 ou 120% du prix. Ce qui veut dire que le système bancaire a changé de sécurité. Au lieu que sa sécurité soit la régularité, le sérieux et la solvabilité, comme on dit, de leurs emprunteurs, leur sécurité est devenue la valeur de la pierre. Vous pouvez pas payer, tant pis, on va exproprier. Et l'année 2007 est une année terrible. Ce qu'on en sait, c'est qu'il y a eu 1,5 million de familles. Ça fait 4 millions de gosses sous les ponts au moment des examens. Et américaines, expropriées en 2007. Alors drame, colère, etc. Mais, pour équilibrer le système bancaire après les folies précédentes, il aurait fallu en exproprier 3,5 millions. Ce qui voulait dire une dizaine de millions de personnes. Et ça allait à la guerre civile, ils ont eu droit à tout. Les flics refusant, parce que les gens qui choisissent d'être policiers, c'est plutôt pour servir leurs contemporains. On choisit ce métier parce qu'on a envie de faire plutôt du bien. Si le métier devient de vider les gens de chez eux pour les mettre n'importe où, ça change. Beaucoup de policiers ont refusé. Les tribunaux étaient complètement surchargés. Et tout homme politique, même républicain, défenseur des folies d'un système financier incontrôlé et incontrôlable, disait c'est trop. Et donc, on n'a pas pu exproprier plus d'1,5 million de familles, ce qui a mis en faillite l'essentiel du système bancaire américain partout. Du coup, ils se sont trouvés avec des créances irrécouvrables, et au lieu de les évaluer, de constituer des provisions, et d'aller dire aux autorités de surveillance bancaire, voilà, on a eu un drame, on provisionne, est-ce que vous êtes d'accord? Pour obtenir une légitimité de leur compte et rester crédible pour le reste. Au lieu de faire ça, ils ont regroupé les créances devenues pourries avec des créances toujours saines. La science financière a inventé des titres d'investissement regroupés. Et le système bancaire américain s'est mis à vendre dans le monde entier. On a appelé ça titrisation, des emprunts, des créances reconvertis en titres d'investissement sur votre dos pour votre tête, qu'ils ont distribués dans le monde entier. Mais on ne savait pas quelle était dans chaque instrument financier titrisé la part des créances pourries, parce que non solvables, par rapport à la bonne. Si bien que les banques ont perdu confiance les unes dans les autres, et que dans le jeu constant, pour toute banque, il y a des heures dans la journée où il y a une grosse dépense et des heures où il y a une grosse recette. C'est pas les mêmes heures. On a besoin de 3 milliards de dollars pour un quart d'heure parce qu'on attend un autre truc. On s'échange entre banques. Le marché interbancaire, il représente 12 à 15 000 milliards de dollars par jour. Milliards de dollars par jour. Vous voyez ce qui se passe quand ça s'arrête?
faute de confiance. Et c'est ça, 2007. Cet arrêt, bien entendu, c'est immédiatement traduit sur l'activité économique elle-même. Quand les banques cessent de se prêter, il ne s'agit pas seulement des titres en discussion, il s'agit des traites de fin de mois du commerçant d'à côté qui avait repeint sa devanture ou de l'achat de machinisme d'un entrepreneur qui augmentait sa capacité de production. Voilà ce qui s'est passé en 2007, une récession. Ça a fait tellement de panique que tous les gouvernements, ou à peu près, ont décidé d'utiliser les contribuables, vous et moi, pour mettre l'argent public au service du sauvetage des banques. Et nous l'avons tous fait. Résultat d'une crise qui s'est produite dans le domaine de la dette privée, nous sommes sortis par une aggravation de la crise publique, puisque maintenant, cette étape nouvelle a aggravé un endettement de nos États qui étaient déjà très endettés. Parce que pendant ce temps-là, il peut se passer une troisième évolution. Je vous ai rappelé tout à l'heure qu'on avait vécu 30 ans d'une croissance à peu près régulière en plein emploi dans tous les pays développés. Depuis les années 80, c'est fini. Nous n'arriverons plus à retrouver la moitié de ce rythme de croissance. On est content quand on fait 2. Nous sommes tous avec 15 ou 20% de travailleurs précaires, auxquels s'ajoutent entre 5 et 8 à 9% de chômeurs, auxquels s'ajoutent même des pauvres, c'est-à-dire des personnes adultes, valides, qui ne sont même pas chômeurs ou même pas précaires, qui sont rejetés du marché du travail. Et tout ça dans tous les pays développés. Quand je parle comme ça, je regroupe Amérique du Nord, Europe et Japon, frise plus du quart, près du tiers de nos populations actives. C'est ce qui fait que les gens s'énervent, votent contre tout référendum européen parce qu'ils veulent pas, ils ont l'impression que l'Europe y est pour quelque chose, elle y est pour rien, la pauvre, elle n'a pas vu venir le coup, elle n'a pas su y parer. C'est bien une affaire du système mondial. Mais comment s'est produite cette situation? Nous avons eu un changement de comportement de l'actionnariat. Pendant la période où tout allait bien et où il y avait plein emploi, la clé c'était les salaires augmentaient à peu près aussi vite que la productivité, c'est-à-dire qu'on avait en tout des hauts salaires au fond. Ce qui veut dire que les actionnaires étaient peu payés. Et ils n'ont pas aimé ça. Et les années 80 sont les années d'une mutation organique, quelque chose change. Les actionnaires se regroupent et on voit apparaître des fonds de pension. Et puis l'idée de regroupement, créant la puissance étant bonne, on voit même aussi des fonds d'investissement. Ils sont 10 fois plus petits, 10 fois plus accrocheurs et agressifs que les fonds de pension, pachydermiques et énormes, et même des fonds d'arbitrage. Je ne sais pas pourquoi en français on a gardé à cela leur nom anglais, qui est hedge funds. Vous avez lu tous ces mots dans la presse. Tous ces regroupements d'actionnaires sont tout puissants. Ils ont tous pénétré toutes les sociétés cotées de tout le monde développé. Et ils disent, on veut du dividende. Fini les hauts salaires. Dehors. D'où la précarisation du travail, d'où tout ça. Et depuis que cette évolution a pris cours, nos économies sont anémiées. Nous ne retrouvons pas de croissance. Ce qu'on appelle la crise part de là, puisque les bulles financières que je viens d'évoquer ont frappé des économies déjà malades. Mais ce que, dans la journée d'aujourd'hui, on appelle le traitement de la crise, ne vous parle que de la banque et de la finance. On est en train de vous laisser croire qu'ayant traité la banque et la finance, ayant empêché la faillite, on a réglé le problème. C'est pas vrai, parce qu'on n'ose pas toucher l'autre problème, tellement il faut changer l'équilibre des revenus. Les actionnaires maintenant sont surpayés, ils n'ont pas envie d'y renoncer. Les grands patrons de la finance ou même de l'économie, qui se payaient 40 fois le salaire moyen de tous ceux qu'ils commandaient, de la création du capitalisme au début du 19e siècle jusque vers 1970-80, se payent maintenant entre 350 et 500 fois. Vous avez vu ça? Et puis ceux qui occupent une position stratégique dans le système font chanter les autres pour arriver au même résultat. Ce salaire des traders. Les traders, c'est quoi? C'est des commis de banque opérant sur le marché et qui se font des fortunes à milliards, etc. Toute cette situation veut dire que le capitalisme a changé de nature. Le pari capitaliste a été pendant 200 ans voté capitaliste. Braves gens, puisque ça monte en démocratie. Vous y préserverez toutes vos libertés par rapport à ces partageux. Je suis un partageux, moi. Tous ces rouges qui veulent de l'administration et un peu de contrôle. Et en même temps, vous aurez une bonne chance
d'arriver à l'aisance grâce à votre travail. D'arriver à l'aisance grâce à votre travail. Et en 200 ans, le capitalisme gagne dans tous les pays démocratiques. Ça valait le coup, ça marchait bien. Maintenant, avec les super dividendes que la plupart des fonds, notamment les fonds d'investissement, ils exigeaient 15%, vous vous souvenez de ça? Bon. Mais surtout, les super salaires des grands patrons et les salaires de quiconque approche les métiers profitables de la banque sont tels que le paradigme électoral est devenu voter capitaliste. Vous serez dégagé ou libéré de toutes les tentatives de contrôle et d'administration de tous les rouges, les partageux, les socialistes, les communistes et tout ce que vous voudrez, préserverez vos libertés, et vous aurez une bonne chance de faire fortune. Et c'est parce qu'on vote maintenant pour une bonne chance de faire fortune qu'en plein milieu de la crise, en 2009, aux élections européennes, la totalité des pays d'Europe ont réélu les gouvernements qui les avaient amenés à la crise pour ne pas renoncer au droit de faire fortune. L'ennui, c'est que le système peut pas. La crise, c'est le système arrête, il est bloqué. Nous ne savons plus faire redémarrer ni la croissance, ni le plein emploi. Le chômage, aux États-Unis, au Canada, dans toute l'Europe, est en augmentation à peu près régulière depuis 2006-2007. Bien entendu, il n'est pas question de résorber. La précarité encore plus. Et la précarité, on en a tellement honte qu'il n'y a pas de statistiques. De la précarité, il y en a 3 fois autant que de chômeurs. On vous parle très peu dans la presse d'une espèce de honte collective. Nous manquons de la bonne information. En tout cas, on n'est pas sorti de tout ça, et tout ça veut dire que nous avons besoin de réintroduire de la frugalité, un sens des limites, et le retour à l'idée que le capitalisme permet d'arriver à l'aisance, ça marchait bien, mais non pas de faire fortune. Le droit de faire fortune, c'est quelques écrivains, quelques chanteurs, mais dès l'instant qu'on accède à la fortune par la spéculation, c'est le système qui s'effondre. Et chers amis, je suis désolé de vous l'avoir détaillé un peu, nous n'avons pas de réponse à ça. Il faut que je m'achemine avec le dernier, vous êtes plus au courant, il s'agit des problèmes et des défis écologiques. On peut dire qu'il faut les distinguer. Le drame du réchauffement climatique, c'est en plus qu'il occulte tellement le sujet, qu'il est tellement à la mode qu'on ne parle que de lui. Mais il vaudrait mieux pas oublier qu'entre la pollution chimique et les déchets, l'humanité est en train de s'auto-asphyxier, réchauffement climatique ou pas. Et que l'impossibilité où nous sommes de traiter, au fur et à mesure que nous les produisons, nos déchets, notamment, et nos pollutions chimiques, devient hyper dangereuse. Il est des régions de France où une grande crainte, par exemple, pèse sur l'eau potable. La Bretagne, qui a tellement envahi les nappes phréatiques d'eau avec des engrais agricoles qui sont des nitrates, la Bretagne risque de manquer d'eau potable dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Et en tout cas, le fait de récupérer des alimentations en eau suffisantes n'est pas évident. Donc n'oublions pas celle-là. N'oublions pas non plus les problèmes pouvant toucher au manque des ressources naturelles. Vous avez eu une longue réflexion, je crois, une introduction, une conférence sur l'énergie. Il est vrai qu'au sens strict, on n'est pas prêt de manquer absolument de pétrole, encore que ce soit fini, enfin qu'il y ait des quantités limitées de pétrole dans la Terre, et que dans 150 ans, ce sera probablement fini. Ça laisse quand même un peu le temps de réfléchir. Reste que les découvertes sont de plus en plus lointaines, de plus en plus difficiles à faire, et certains experts considèrent que nous allons vers ce qu'ils appellent le pic pétrolier, c'est-à-dire un niveau de production, on l'attend pour dans 15 ou 20 ans, tel qu'après, on saura de source sûre qu'on ne pourra plus le retrouver. Et même si ça ne baisse que lentement, ça annonce une hausse vertigineuse du prix. Mais en plus, quand on brûle du pétrole, on produit du gaz carbonique, donc on aggrave l'effet de serre. Donc indépendamment de la rareté physique du pétrole, il faudrait s'inciter vite fait à utiliser autre chose comme source d'énergie. Et là, il y a un coup, on ne sait pas très bien, mais j'y viens dans un instant. Il faut évoquer le nom de l'eau ici. L'eau n'est en aucun cas un problème mondial, parce qu'elle est trop lourde à transporter, trop chère à transporter. Et puis elle se pollue vite.
Mais c'est une somme de problèmes régionaux parfois absolument terribles. Et déjà sans le réchauffement climatique, il y a des zones, le Pakistan est en train de se couper en deux par une bagarre sur le partage de l'eau entre sa partie sud et sa partie nord. Personne ne sait comment les États-Unis et le Canada, qui connaissent un violent conflit à propos de l'eau, vont en sortir. Eux ne font pas la guerre, ils sont à peu près civilisés, mais ils ont besoin d'un arbitrage, d'un tribunal du reste du monde, tellement les États-Unis sont en plein centre des États-Unis en train de pomper toute l'eau disponible pour l'ouest du Canada, que c'en est effrayant. Et puis le réchauffement climatique peut aggraver beaucoup les choses, et ça c'est ce qui se passe sur le Grand Moyen-Orient, où le manque d'eau va être terrifiant. Déjà l'Égypte utilise 95% de l'eau du Nil. Mais en amont de l'Égypte, il y a 11 pays qui se battent entre eux pour en avoir quelques bribes de plus. Et on ne sait pas non plus comment ça va finir. Syrie, Irak, Jordanie, Israël, Liban dépendent tous, enfin le Liban un peu moins, pour l'essentiel les autres, du Tigre et de l'Euphrate, deux rivières qui prennent leur naissance en Turquie. Et les Turcs ont tenté de fermer les vannes. Quelquefois, depuis 50 ans, il y a eu des accords à deux contre un troisième. Syrie-Turquie contre l'Irak ou Syrie-Irak contre ou Turquie-Irak contre la Syrie. Jamais il y en a eu à trois. Et c'est un des éléments. Et en plus, l'alimentation d'Israël et par là de la Palestine. Israël assèche petit à petit la Palestine chez lui, mais sur des eaux qu'il ne maîtrise pas complètement, nous laisse penser à des choses assez désagréables. Et puis, il y a le problème de la surpopulation. Par rapport à la surpopulation, le manque de ressources naturelles le plus immédiatement visible, c'est celui de terres à cultiver. Et vous avez aujourd'hui une nouvelle évolution qu'il faut connaître, qui est un peu inquiétante, c'est que beaucoup de pays, à commencer par la Chine, mais à continuer notamment par l'Arabie Saoudite et quelques autres Arabes du Moyen-Orient, sont en train d'acheter des terres irriguées ou des terres humides dans d'autres pays que chez eux pour y produire pour eux. Si la situation alimentaire se tend à la face du monde, le fait d'avoir des paysans étrangers cultivant une terre dont ils sont devenus propriétaires à côté de chez vous va rendre les gens nerveux. Ça fait partie des angoisses stratégiques du siècle. Et puis, bien sûr, il y a ce réchauffement climatique terrifiant. Le réchauffement climatique, on le connaît depuis plus d'un siècle. La découverte que l'atmosphère était protégée par un effet de serre et que la planète vivait à une température moyenne continue d'environ 15 degrés, entre l'hiver et l'été, entre le nord et le sud, contre moins 120 ou moins 140 à Mars et sur les autres. Francis vous dirait ça mieux que moi. Cette découverte-là, la compensation à la Terre, s'explique par le fait que l'atmosphère renvoie un peu de la chaleur que la Terre renvoie pour l'avoir reçue du Soleil. Et l'atmosphère la bloque. C'est ça l'effet de serre. Mais naturellement, c'est subtil et il faut que ça reste dans une certaine quantité. Or, dans les gaz à effet de serre, il y en a 7 ou 8. Le plus gros, c'est la vapeur d'eau, il est inerte. Juste après vient le gaz carbonique qui, lui, fait effet de serre. Et son augmentation immodérée aggrave le réchauffement, au fond. On a mesuré ça. La première mesure, qu'est-ce que je l'ai, moi? Elle est de 1900... Non, je ne l'ai pas là. Enfin bref, on sait ces choses depuis les années 60-70 à peu près. On était très inquiets, et il y avait une grande dispute scientifique. Des savants publiaient des choses et se disputaient entre eux, il n'y avait pas d'accord. Pour une fois, c'est l'ONU qui nous a sorti les difficultés, tout le monde l'oublie. C'est un secrétaire général de l'ONU, M. Pérez de Cuéllar, qui en 1986 a convaincu, a donné l'ordre à deux des agences de l'ONU. L'une est la toute petite et toute nouvelle programme des Nations Unies pour l'environnement, pas bien puissante, et l'autre est la vénérable et discrète Organisation météorologique mondiale, qui, à elle deux, en 1986, ont créé le groupe international d'études sur le climat. Et tous les 5 ans, ce groupe fait rapport, et ces 4 premiers rapports, enfin les 3, sont tous en train de dire que le précédent était encore trop optimiste. L'importance de la gravité
est affirmé. Il y a là-dessus un débat, il est en train d'être gagné par les climatologues. Géologues et vulcanologues, titulaires de mandarinat, de doctorat et membres d'une science multimillénaire, on a commencé à faire de la géologie sous la Grèce antique, ont vu avec déplaisir monter une science nouvelle d'artisans, bricoleurs, de découvreurs dans leur coin, qui s'appelle la climatologie, qui n'a aucune ancienneté ni noblesse historique. Et il y a eu un débat de mandarins. Mais les vulcanologues ont perdu, et le groupe international d'études sur le climat maintenant est retenu comme efficace. Et il nous annonce qu'on va sûrement voir la température moyenne de la planète augmenter au cours du XXIe siècle d'une fourchette entre 2 et 4 ou 5 degrés centigrades. C'est pas beaucoup, c'est déjà énorme. Alors, il ne faut pas se tromper sur ce qui se passe maintenant. Quand les pôles se réchauffent plus qu'ailleurs, en raison de mouvements que je n'explique pas ici, ça produit ailleurs un renforcement de courant froid. Et nous avons eu des hivers plus rigoureux parce que la chaleur était concentrée sur les pôles. C'est compatible. L'important, c'est toute la moyenne. Et cette moyenne, elle est menaçante. On attend pour 2050 entre 100 et 150 millions de réfugiés climatiques, c'est-à-dire de gens qui seront en déplacement parce qu'ils ne pourront plus vivre chez eux. Quelques-uns viendront des pôles. Il y a 4 millions de personnes qui vivent dans la zone arctique. Et si tous dégèlent, ils ne pourront plus habiter parce que c'est tout de l'argile. Les maisons s'enfoncent. Le dégel du pergélisol, c'est-à-dire du sol gelé, leur rend la vie impossible. Et puis, il y a les Inuits qui n'auront plus de phoques ou d'ours blancs, etc. Mais les réfugiés climatiques principaux, ce sera ceux des pays en train de se diversifier, le Grand Moyen-Orient, le centre de la Chine, le centre des États-Unis et la zone du Sahel. Voilà ce qu'on attend. La compensation, c'est que la Sibérie deviendra plus fertile, le Nord-Canada aussi. On aura des terres pour produire, mais le bouleversement est complètement dramatique. Voilà ce dont il faudrait s'occuper, voilà les drames de ce XXIe siècle qui commence. Il me reste à évoquer là-dedans deux sujets, un petit et un grand. Enfin non, pardon, deux sujets de première importance. La première, c'est que dans notre réflexion, jusqu'à présent, dans le début de votre session, il n'y a pas eu de moment de réflexion sur l'individu humain, comment il subit tout ça. C'était frappant hier que la disponibilité formidable de l'informatique, du web, de la toile, de Inet, de la vie, d'un monde d'information absolue et de traitement virtuel, était présentée à personne humaine constante. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un livre d'un psychanalyste qui s'appelle Mellman, Charles Mellman, qui s'appelle L'homme sans gravité. Il fait un jeu de mots entre la gravité au sens du poids et la gravité au sens de l'attitude mentale du sérieux. Et l'homme sans gravité, c'est la découverte de ce que la société de consommation formidable qui nous harcèle, dans laquelle nous vivons avec joie d'ailleurs, elle fait notre bien-être aussi, depuis 50 ans, est en train de nous transformer. Tous les psychanalystes, psychiatres, psychopédagogues, etc., savent que l'individu humain c'est compliqué et que nous arrivons à endiguer nos pulsions alimentaires excessives, alcooliques ou sexuelles grâce à du contrôle sur nous-mêmes, que ce contrôle sur nous-mêmes est exercé par notre cerveau sur les instincts. Et en fait, une personne humaine est un ensemble de névroses produites sous bon contrôle par la relation entre le cerveau rationnel contrôleur et les instincts primitifs. Je le dis assez mal et je n'ai pas de culture psychanalytique. Mais nous avons un équilibre caractérisé par la relative maîtrise de ces tensions qu'on appelle des névroses et qui se voient et qui deviennent des maladies quand le contrôle disparaît. Mais ça fait 50 ans maintenant que nous vivons en société de consommation avec l'apprentissage de la jouissance comme illimitée. La pulsion de fond de chaque être humain est devenue cultivée par la publicité telle que nous la consommons tous les jours sans faire attention, est devenue qu'il n'y a pas de limite à nos possibilités de jouissance consommatrice.
et que l'homme est devenu un dévergondage permanent. Et qu'on ne sait plus du tout si les regroupements d'hommes seront capables de maintenir une sobriété collective suffisante pour tenir ensemble. D'autant plus qu'il y a autre chose, qui est le changement petit à petit, la corrosion de la langue. Nous vivons, nous Français notamment, c'est tout particulier, on a probablement une des plus belles, sinon la plus belle langue du monde. Nous vivons un moment de civilisation énorme qui a commencé il y a 4 ou 5 siècles et qui se caractérise par le fait que l'esprit humain, à travers la langue, a été capable de maîtriser une complexité croissante de la matière. Mais n'importe quel scientifique vous dira que la clé de l'avancée du savoir est toujours le doute. Et la maîtrise de la langue doit s'accommoder de la nuance, de l'hésitation, du conditionnel, du subjonctif, d'attributs de la langue qui l'intègrent dans la complexité du monde. Et c'est vrai que nos langues sont devenues des chefs-d'œuvre, les grandes langues de communication. C'est même vrai de l'arabe, me dit-on, mais c'est en tout cas vrai de l'anglais, du russe, du chinois, de l'espagnol, du portugais, du français, bien entendu. Voilà déjà qu'avec le télégraphe, on a cassé une espèce de respect de la langue. Les discours parlementaires du XIXe siècle, c'était très typique aux États-Unis, c'était même vrai chez nous, s'acharnaient à ce que l'oral respecte les règles de l'écrit et qu'on parle dans une belle langue. Le télégraphe, puis surtout la télévision et maintenant les SF, tout ça a disparu. Je suis un homme dont le nom circule un peu, je suis un peu connu, je dois recevoir entre 1500 et 2000 SMS par mois. Ce qui veut dire que dans ce code, il est admis qu'on ne répondra pas. J'ai une seule secrétaire pour répondre à tout ça, c'est donc pas possible. Donc le mode d'émission de messages admet la non-réponse. Déjà, bon. Et puis, SMS est vulgaire. La disparition des formules de politesse m'a choqué. Qu'est-ce que c'est qu'une formule de politesse ? C'est une manière de dire à l'autre comment on le considère. Et je ne crois pas qu'il puisse y avoir de débat scientifique sans que chacun des deux dise à l'autre clairement au nom de quoi, quelle est sa position hiérarchique, quelles sont ses lettres de créance, si j'ose dire. Et puis on s'insulte facilement. Et je ne crois pas que la vulgarité de la facilitation d'une langue appauvrie où on fait des fautes d'orthographe dans tous les coins soit compatible avec l'idée simple qu'on réfléchisse à la complexité du monde. Et je soumets à tous les défenseurs du SMS et de l'Internet cette idée que, au niveau de problèmes que nous avons d'avoir, nous avons besoin d'une élévation intellectuelle, donc de plus de doutes, de capter plus, nous tous, chacun, de capter de plus en plus d'informations. Nous en sommes de moins en moins capables. La langue qui se transmet maintenant par la télé ne supporte que les phrases ultra simples, sans incidente, sans conditionnel, sans subjonctif, sans doute, sans hésitation, affirmative quoi qu'il arrive. Et pour être frappante, insultante au besoin, plutôt que réflexive. C'est comme ça que nous échangeons maintenant. Avec un résultat visible, c'est que les scientifiques sont probablement beaucoup plus qu'autrefois enfermés chacun dans leur discipline. L'interdisciplinaire me paraît un peu évacué. Je ne connais pas de grands scientifiques dont le raisonnement constitutionnel ou stratégique et militaire soit pertinent. Moins encore de journalistes, bien entendu. Et donc, la possibilité de prendre tout ça en charge disparaît. Et puis, mes amis, et nous finirons là-dessus, je ne vois personne dormir, vous êtes quand même bien vaillants. Il reste à savoir si nous sommes capables de gouverner tout ça. Et comme par hasard, j'ai quelques problèmes. Alors, remarquons d'abord que ce que je viens de dire, du changement de l'esprit public, du passage de citoyens maîtres d'eux-mêmes et maîtrisant leur névrose pour avoir une attitude de sobriété, aux citoyens ayant découvert le sentiment que la jouissance est illimitée, qu'elle est à portée de main, tombe dans un individualisme. Ça a été dit hier, le mot a été prononcé.
Mais c'est un individualisme qui n'est même plus protégé par une cuirasse psychologique suffisante. Et donc la probabilité que des gouvernements disant des choses comme « faut faire attention, tout n'est pas permis », etc., soient mieux entendus, faiblit. Je crois plutôt qu'ils le sont de moins en moins. En tout cas, à ça s'ajoute le fait que là où il faudrait du pouvoir, il n'y en a pas. Je pense principalement au monde entier, mais je pense aussi à l'agglomération. Les problèmes écologiques d'aujourd'hui, l'apprentissage d'habiter autrement, de vivre autrement, de consommer moins d'énergie, ça ne peut se vivre que par paquets d'habitants qui vivent à peu près ensemble et en même temps. Système de transport, système d'électricité, système des déchets. Mais il n'y a toujours pas vraiment de pouvoir, sauf quelques agglomérations. Notre pouvoir communal est émietté dans des communes trop petites pour avoir une incidence quelconque. Et l'un des maires adjoints de Saint-Tropez me disait hier soir en rigolant qu'il n'y a pas de coopération intercommunale autour d'ici. Saint-Tropez est trop riche pour partager avec les voisins. Très bien, bravo, continuez. Mais vous serez peut-être amené à en sortir quand même, il faut l'imaginer. Quant au niveau du monde, nous n'avons pour gouverner le monde que la recherche d'accords unanimes entre des États-nations. Il y en a 192, ils se veulent tous souverains. Alors on a fait des choses comme ça. C'est comme ça qu'on a construit l'ONU. C'est comme ça qu'on avait négocié et signé le traité de non-prolifération nucléaire. On a fait plein de choses. Je ne peux pas ne pas vous soumettre cette information que depuis 10 ans, 12 ans peut-être, tout rate. Tout ce que le monde essaye pour régler ses affaires rate à peu près totalement ou presque. Exemple. Vers la fin du siècle précédent, le XXe, on a signé entre Israël et la Palestine un très bel accord qui avait la caution de la communauté internationale, c'était à Oslo. Depuis, localement, chacune des deux communautés a cherché à le mettre en pièces, et la communauté internationale a regardé tout ça sans s'en occuper, comme si elle n'y pouvait rien, et la guerre repart. On a oublié même jusqu'au souvenir d'une paix. Il y a une grande négociation à l'Organisation mondiale du commerce pour améliorer les conditions du commerce des produits, des services, de l'agriculture et de la propriété intellectuelle. Nous en sommes, mes amis, au 5e échec d'une conférence mondiale. On en fait une tous les ans et demi à peu près. Nous sommes au 5e échec où 140 ministres de 140 nations discutent pendant quelques jours pour arriver à rien du tout. J'ai évoqué tout à l'heure à propos des armes nucléaires l'échec de la conférence quinquennale du traité de non-prolifération à Washington en septembre dernier. Ces jours-ci, vous lisez la presse, on est en train de rééchouer à Cancun. Cancun, c'est la 16e conférence des nations signataires de la grande convention de Rio de Janeiro. Qu'est-ce qui se passe là? Il s'agit de la pollution générale. Les écologistes, au nom de la pollution chimique et de l'épuisement de la biodiversité, la diminution des espèces, avaient en 15 ans obtenu de l'ONU qu'on prépare pour 1992 une convention mondiale dite le sommet de la Terre à Rio de Janeiro. La création du groupe d'études internationales sur le climat en 86. L'appel de la Haye que j'ai organisé et que j'ai fait signer à 24 nations en 1989 en disant il faut durcir les mécanismes d'autorité dans l'ONU pour s'occuper du climat. Tout ça a contribué à ouvrir à la conférence de Rio un autre chapitre qui était le chapitre réchauffement climatique. Et on a au moins su à Rio, un dernier succès, mais c'est 1992, ça va faire 18 ans demain, on a pu à Rio signer la CCNUCC, la Convention cadre des Nations Unies contre le changement climatique. Et cette CCNUCC prévoit que tous les ans, les nations doivent se rencontrer pour faire l'état d'avancement des travaux. Un premier effort a été fait à la 6e conférence des parties à la Convention cadre, qui était Kyoto. COP, Conference of Parties, numéro 6, Kyoto. On accepte l'idée d'un système de permission d'émettre, vendable, achetable, un marché du permis d'émettre du gaz carbonique. À la COP 15 à Copenhague, on n'a même pas osé renouveler cette recommandation et on ne s'est mis d'accord sur rien. Les États-Unis ne veulent pas entendre parler d'un système international commandé.
La Chine dit, on fera ce que vous voudrez, j'appliquerai, mais je ne veux pas d'un système d'observation et de mesure où d'autres regardent ce que je fais chez moi. Et le bloc des pays riches est assailli par le bloc des pays pauvres qui dit, nous, on veut bien tout ça, mais on ne veut pas payer, c'est de votre faute à vous, vous avez qu'à tout payer. Ce qui est évidemment un peu excessif, puisque le décollage des pays pauvres ne se fait qu'en produisant aussi du gaz carbonique, donc en prenant leur part dans ce gâchis. Cancun, en ce moment même, n'est pas fini, et tout ça échoue. Je pourrais continuer, je m'arrête là. Nous sommes dans l'inquiétude sur la possibilité de gérer toutes ces affaires. Je m'arrête là. Donc quand même, depuis la grande crise financière et bancaire et macroéconomique que j'ai évoquée tout à l'heure, sur le plan mondial, nous avons rien fait du tout, même pas parlé, même pas évoqué le sujet. Sur le rythme de la croissance, le pouvoir d'achat salarial et le financement de la consommation. Donc la grande crise anémiante continue. Et sur le plan de la finance, nous avons fait 5% de ce qu'il faudrait. Les paradis fiscaux sont toujours là. L'affreux mélange, le mélange risqué et explosif entre les banques de dépôt qui doivent gérer sans risque toutes nos épargnes et les banques d'investissement dont le métier est de prendre le risque du lendemain, mais soit sur leurs fonds propres, soit sur des capitaux affectés au risque. Le mélange entre les deux a fait que dans toutes les spéculations qu'on a eues, les drames que je vous ai décrits tout à l'heure, ce sont les banques de dépôt qui ont pris les risques et qui ont effacé. Des gens comme les Irlandais ont vu leur pouvoir d'achat baisser d'à peu près 20% par amputation parce que leur banque avait trop joué la folie. Les Islandais, c'est encore pire, etc., etc. Donc pas de solution. Et ma conclusion sera de dire que nous avons maintenant un devoir collectif de déborder, de pousser nos gouvernements. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solution ? Nos gouvernements nous harcelons de manière constante, mais nous les harcelons autour de quoi ? De ce que nous connaissons, c'est-à-dire le court terme. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'appauvrissement de la langue. Notre télévision, nous n'y restons fidèles que si elle nous émeut, nous charme, que si elle passe de l'affectif, de l'émotif ou de l'émouvant. Mais dès que la télévision se permet de l'histoire, de l'économie, du contexte, tout le monde zappe. L'image n'est pas faite pour ça. Et du coup, de la culture collective nationale, le long terme a disparu, et de même que ce qui est compliqué. Et notre esprit civique, nos débats électoraux, sont faits de ce qui n'est ni compliqué ni à long terme. Le racisme, les immigrés, c'est du possible. Les impôts, un peu. Le reste a disparu. Et je ne crois plus à la possibilité pour les gouvernements du sursaut. Nos gouvernements sont vaincus par le journal de 20 heures. Nos émotions, nous ne canalisons pas, nous, nos émotions, et nous empêchons nos gouvernements de travailler. Et la réponse doit être comme ça. Est-ce que c'est un pessimisme atroce ? Je ne suis pas sûr. L'humanité, depuis une quinzaine d'années, a réussi des coups contre tout le monde. On a signé, par exemple, il y a 12 ans, c'était avant que tout s'arrête, une convention mondiale interdisant les mines terrestres. Aucun gouvernement n'en voulait. C'est un succès des ONG, des militants. Alors quand, bien sûr, quelqu'un comme la princesse Diana d'Angleterre, si belle, se joint à ce combat et dit c'est pas bien, ça influence, ça fait bouger les gens. Les États ont été obligés de signer. Vous l'avez vu aussi, il s'est créé récemment une cour pénale internationale pour juger les chefs d'État criminels. Aucun État n'en voulait non plus. Et c'est aussi un autre succès de l'opinion arrachant la volonté des gouvernements les plus soucieux de respecter quand même leur opinion quand elle le veut. Bien sûr, ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine ne sont signataires. Ça fait rien, on va commencer sans eux. Et la masse des petits fait plus que les très gros. Donc l'idée qu'à travers des séminaires comme celui-ci,
Merci à Saint-Tropez, à son maire, que je regrette d'avoir salué hier à l'aéroport quand il s'en allait, qui m'a fait des excuses de n'être pas là. Merci à Saint-Tropez de faire ce travail. Merci à vous tous désormais de choisir de lire de temps en temps des trucs un peu lourds. Parce qu'il faut bien comprendre. La télévision est interdite de vous parler de tout ça dans le détail, vous zappez. Ou vous êtes là, ça veut dire que vous avez un peu de lucidité. Mais de tous ceux qui ne sont pas là, qui sont quand même quelques centaines de milliers d'habitants tout autour de nous, ceux-là zappent. Et c'est pour ça que l'information va manquer. Alors, je crois qu'il y a un immense travail, mais cet immense travail s'applique d'abord à nos scientifiques. Parce que le fond de l'affaire, il est aujourd'hui que dans l'énumération de tout ça, tout le monde se dit « qu'est-ce qu'on y peut ? Quoi faire ? Il n'y a pas de projet ». Et la science la plus dramatiquement touchée, c'est la mienne, l'économie. De ce que je viens de vous raconter, on peut tirer une espèce de conclusion. Il s'est passé dans l'économie à peu près la même chose que ce qui se passerait en médecine si on découvrait que Louis Pasteur avait tout faux. Toutes les règles reçues, défendues par l'establishment, les grands profs, les agrégés, les conseillers des gouvernements et les présidents de banque, se sont effondrées. Il n'est pas vrai que le marché s'auto-équilibre. Il n'est pas vrai qu'un équilibre de marché est optimal. Et quand on croit tout ça, pour en déduire qu'on n'a pas besoin de l'État pour réguler, on va dans le mur. Et nous sommes dans le mur. Il faut reconstruire une pensée économique théorique, c'est le cœur de l'affaire, qui probablement recherche une prospérité sans croissance. L'état écologique de la planète, les ressources, le pétrole, nos productions d'effets de serre, nous interdisent au fond la croissance. Et nous sommes en train de vivre l'état moribond d'un système qui dépendait de la croissance pour tenir debout. Le capitalisme est à notre équilibre, ce que le vélo est à l'équilibre physique. Ce système s'arrête et tombe dès qu'il cesse de croître. C'est ça dont il faut se débarrasser. C'est un enjeu scientifique énorme. Il y a de quoi travailler, il y a de quoi penser. Mes chers amis, l'humanité en a connu d'autres dans notre histoire. Nous avons un défi collectif qui est que l'intelligence des peuples doit apprendre à dominer, à traîner celle des gouvernements. Ça vaut l'aventure. Bon 21e siècle. Merci.